Bienvenue à Voix de l'innovation, une émission podcast de Équité où nous explorons les idées qui façonnent les passionnés du développement logiciel sur mesure. Je suis Romain Rosvik et aujourd'hui nous allons rencontrer des personnes extraordinaires dont leur passion a transformé leur manière de travailler et d'innover. Bonjour, moi c'est Sylvain Couder, alias PumpkinDev, et je suis sur le podcast d'Équité. Bah c'est parfait. C'est ton premier clap? Ouais. Et alors? Ah, c'est émouvant. J'ai déjà vu des vrais claps en vrai une fois. Ouais. J'ai assisté à un tournage de film une fois. Mais ça, le faire soi-même, C'est gratifiant. il y a quelque chose, ouais. Bon, Quelque merci chose. d'avoir accepté l'invitation, c'est trop cool. Bah, au plaisir. Bon, est-ce que tu pourrais expliquer c'est quoi ton métier? Mon métier, j'ai plein de métiers. Ah, ça c'est bien. Mais ça c'est bien. Mais en gros, pour faire simple, je suis développeur. Bon, ça c'est la bonne base. Je suis développeur, j'ai une tendance plutôt back-end. Ok. J'aime pas trop le front, j'essaie d'en faire parce que D'accord. bah, il faut, mais voilà. Et donc quel langage côté back? À l'origine, je viens plus d'une stack .NET. Ah oui, d'accord. J'ai fait plus de 15 ans de .NET. Dernièrement, j'ai fait une petite incursion sur une stack Java pendant un an et demi. Ok. Donc pour l'expérience, je pourrais en raconter ça un petit peu. Ouais. Et sinon, bah alors effectivement, je suis développeur et depuis, on va dire, 5-7 ans, j'essaie de me spécialiser dans tout ce qui est mouvance software craftsmanship. Ouais. J'essaie de vendre du craft, j'essaie d'accompagner les équipes sur cet apprentissage-là pour remettre un peu au centre du game les notions de qualité avec toute la boîte à outils qu'on a dans le craft, apprendre à tester, apprendre à faire des archives qui soient testables, apprendre à analyser le métier, à modéliser le métier comme il faut dans le code et tous ces trucs-là. Et j'essaie de vendre un peu plus ça maintenant, Ouais. mais au quotidien, je reste développeur, je patouille du code et c'est ça que j'aime bien. Ok, trop bien. Est-ce que tu pourrais me raconter comment t'es tombé dedans? C'était tout petit? Comment je suis tombé dans le code? Ouais. Alors, c'est terrible parce que j'aime pas ça, mais j'ai une partie de cliché. C'est-à-dire? Je suis effectivement tombé dedans tout petit. Ouais. J'ai eu une grosse parenthèse après. Quand j'étais petit, un cousin nous a un jour filé son Commodore 64. Oh là, oui. Parce d'accord. que mes parents n'avaient pas les moyens d'acheter ce genre de truc. Ouais. Et un jour, il nous l'a filé et j'ai fait mumuse avec un Commodore 64. Il y avait un lecteur cassette pour lancer les jeux. Et j'ai fait mes premières lignes de basique à l'époque. Ouais. Voilà, c'était mon premier truc de code. En vrai, c'était la révélation et j'ai fait ça toute ma vie. Alors non, pas du tout. C'est qu'après, j'ai eu une NES, on a mis le Commodore A au placard et j'ai joué à des jeux vachement plus faciles à jouer. Plutôt que de taper load, play sur le lecteur cassette, d'attendre un quart d'heure que ça charge, c'était une autre époque. J'ai toujours cette machine, ça marche encore. Ça marche encore? Ouais, ça marche encore. Ces vieux machins refusent de crever, c'est assez marrant. Super. En vrai, j'ai eu un gros blanc et plus quand j'étais ado, quand j'étais au collège, mon frère était au lycée, arrivé à la fac et il disait à mes parents il me faut absolument un PC pour bosser à la maison. C'est indispensable. Mes parents ont fait la tronche, ils ont fini par acheter un PC et moi je me suis mis à travailler un peu dessus. J'ai découvert que je pouvais faire, j'étais au collège, j'apprenais mes verbes irréguliers en anglais, je me faisais un tableau en tapant mes verbes irréguliers, ça me faisait apprendre et tout, ça c'était cool. Et puis j'ai commencé à bidouiller un peu, parce que c'était l'époque 486, on avait 4 mégas de RAM. Pour faire tourner des jeux, bah, à l'époque, il y avait certains jeux qui tournaient en mémoire conventionnelle. Alors là, je parlais des gens qui ont connu d'autres époques de la tech. Et on commençait à faire des menus de démarrage, de bidouiller le démarrage du DOS pour ce jeu-là, il est tout sur le disque dur. J'ai pas besoin du driver CD-ROM, ça me libère un peu de mémoire conventionnelle. Ouais. Et du coup, on découvrait, on fait, ouais, j'ai assez de RAM pour avoir les voix digitalisées du jeu. Alors qu'avant, il n'y avait pas. C'est fou. Enfin voilà, c'en était là. Et à l'époque, le geek, c'était pas chic du tout. Je savais pas trop ce que je voulais faire, j'ai eu pas mal d'errances scolaires. J'ai tenté une fac maths informatique. Ouais. J'aimais bien l'info, j'aimais bien le code, c'était un peu dur, parce que je pensais que je m'y connaissais, mais en fait, Non, c'est vrai. je suis arrivé avec des mecs qui passaient leur nuit à faire bosser depuis déjà au moins 3 ans. Après, j'avais des potes qui étaient déjà très geeks à ce moment-là. Ça a pas trop marché parce que quand on sait pas ce qu'on veut. J'ai fait totalement autre chose, après j'ai fait une licence de sciences cognitives. Ah oui. Ça me bottait d'apprendre à savoir comment fonctionne notre cerveau. Et je me suis heurté, du coup là j'ai fait une licence, c'est bien passé. Je me suis heurté à un autre problème, c'est que c'est pas un secteur, il y a beaucoup de taf, surtout à cette époque-là. Donc je suis revenu sur un truc informatique, j'ai trouvé un master double compétence informatique sciences sociales, qui en gros me permettait de faire une bifurcation scolaire, de partir dans les métiers de l'info. Informatique, sciences sociales. Ouais, DCISS ça s'appelait à Grenoble, double compétence, Ah oui, informatique d'accord. et sciences sociales. En gros, ils partent du principe vrai. que sciences sociales c'est ta licence, et eux ils vont te rajouter le scope informatique. Et après ça fait soit des profils un peu double compétence, pour accéder, je sais pas, à des labos, parce qu'il y a plein de labos qui ont besoin de faire de la recherche, qui ont besoin d'outillage, ils savent pas coder. Oui. Ou alors d'avoir une compétence un peu plus sociale et accéder à aller sur des projets et avoir un autre recul. Et moi, c'est cette partie-là que j'ai bien aimé. Ok, très bon.
Et donc, je me suis lancé là-dedans. Je suis arrivé dans le dev par ce biais-là, avec un gros syndrome de l'imposteur, parce que moi, j'avais fait juste un master d'informatique. Ouais. Et je me retrouvais avec des gens qui avaient fait des écoles d'ingé que j'estimais très, très balèzes. Rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est qu'une question de personne, c'est pas une question d'école. Il y a des gens qui avaient fait des BTS, des DUT, qui étaient 20 fois meilleurs que ceux qui avaient fait des écoles d'ingé. Je suis redescendu d'un cran là-dessus. Et donc, j'ai fait du dev. Voilà, en gros, je suis sorti de l'école en 2008 et ça fait bientôt 20 ans que je suis du code. Le constat que tu fais, que tu as fait à l'époque entre le diplôme versus les compétences sur le terrain, en tout cas l'impact sur le terrain plutôt, pour toi, il est encore vrai à l'heure actuelle, avec la multiplicité de la technologie, des langages, de la spécification? Alors, c'est compliqué. Donc, J'ai pas envie de poser un truc définitif. Non. Moi, je pense que c'est toujours vrai. Pour toi, c'est encore vrai? Parce que c'est pas parce qu'on fait une super école qu'on va être bon. Moi, je suis sorti de mon master, j'étais très bon. J'étais major promo, machin, je faisais passer un peu de la pommade, tout ça. Ouais. Ça m'a intéressé, ça m'a presque passionné, parce que j'ai une terme passion un peu galvaudé des fois. Mais vraiment, ça m'a vachement intéressé. Je codais plus que ce qu'on me demandait et je suis devenu bon par ça. D'accord. Et il y a des gens qui font des écoles d'ingé parce que ça va payer et puis de toute façon je vais coder 2 ans, après je serai chef de projet. Enfin ça c'était un peu la vieille politique de l'époque. Mais il y a toujours ça, je pense qu'il y a toujours des gens qui s'intéressent vachement et quel que soit le type de formation. Et je le constate avec des gens qui ont fait des reconversions, qui ont fait des bootcamps, auxquels je reproche beaucoup de choses, de trop survendre leurs trucs. Ah, tu vas faire un bootcamp de 3 mois, tu vas être vendable sur le marché. Leur dites pas ça. Ça met des gens, ils y croient, et la réalité est souvent plus difficile que ça à vivre. Mais je pense vraiment qu'il y a plein de gens qui s'intéressent à fond à ce qu'ils font, et qu'en général, ça se passe bien. Et je pense qu'il y a toujours ce truc-là, c'est pas l'école qui fait la compétence. Surtout quand on a 40 ans de carrière, 45 ans de carrière. Et ça se gomme plus les années d'expérience passent, et plus ce truc-là se gomme complètement. Et c'est qu'est-ce que tu peux arriver à faire de tes années qui va avoir plus de valeur que le diplôme que tu as eu il y a 10 ans. Quoi. Après, à la fin, on s'en fiche, quoi. Le diplôme, il y est sur le CV pour dire quand je l'ai eu. C'est ça. Parce que la nature du diplôme, j'espère qu'il n'y a pas des gens en recrutement qui regardent ça. Par pitié, regardez pas ça. Si, en fait, mais bon, comme ça permet d'avoir un autre prisme. Ouais. Et non, mais je rejoins ce que tu disais, c'est que, je suis pas plus vieux que mon grand-père, mais genre après 18 ans de carrière, on me demande plus jamais mon diplôme, quoi. Oui. Tu sais faire, tu sais pas faire, et c'est plus ton pédigré qu'on veut avoir. C'est dû, clairement. C'est le genre de son. Ok. On est en édition spéciale au Devlil. Ouais. Qu'est-ce que tu viens faire Eh bien, moi, je viens proposer aujourd'hui un talk sur les méthodes de la crime appliquées au code. Ouais, vas-y. C'est tiré d'un bouquin d'Adam Thornhill qui s'appelle Your Code as a Crime Scene, où lui, il a vraiment étudié les méthodes de la crime. Donc, il a vraiment pris des études de cas du FBI, même des cas historiques, comment a été traitée l'enquête sur Jack l'Éventreur, des choses comme ça. Et il a essayé de trouver des liens méthodologiques pour appliquer ça au code. D'accord. Il a sorti un bouquin qui est en 2e édition aujourd'hui. Moi, j'ai découvert ça par la première édition. Et il y a à peu près 2-3 ans, j'ai fait une expérimentation de certaines de ces méthodes chez un client. Okay. Et je suis là pour faire un petit retour d'expérience de ce que j'ai testé, pourquoi j'ai trouvé ça super puissant, ce que j'ai un peu raté, parce que le bouquin est gros, j'ai testé des trucs, j'ai que 45 minutes pour le raconter. Ouais. Mais c'est... Et qu'est-ce que tu as testé que ça a merdé? Alors pour résumer grossièrement un peu la démarche, le principe c'est de se dire, on a plein d'outils qui font une analyse statique du code à l'instant T. Ouais, okay. Les outils type Sonar, tout ça, on a plein de trucs qui disent, ok, le code aujourd'hui, il y a ça qui va pas. Sauf que le code, c'est un truc qui est fluide dans le temps. Et lui, ce qu'il propose, c'est de se baser sur cette dimension temporelle pour essayer de trouver des arguments plus pertinents et d'avoir même du prédictif sur c'est là qu'on va avoir des problèmes, c'est ici que ça vaut le coup de faire du refacto avant de lancer de nouveaux chantiers. Pour ça, il s'appuie sur un outil qui est très bête, qui est ton historique Git, enfin ton contrôle de code source. Et il y a tout un tas d'outils et de méthodes d'approche qui permettent de regarder un petit peu comment ton code évolue, comment ta complexité évolue dans le temps. Et il propose donc des analyses. En fait, je suis peut-être un poil décousu, mais on parle souvent d'entropie logicielle. Ouais. C'est en rapport avec l'entropie physique. Plus on bouge un truc et plus ça va tendre vers du désordre. Donc clairement, les zones de code qui sont les plus modifiées sont les plus susceptibles d'être celles qui vont devenir problématiques.
Il y a ça dans l'analyse et il y a une autre chose, c'est le niveau de complexité. Parce qu'un truc qu'on augmente régulièrement, mais qui est propre, qui est bien découplé, peut-être c'est pas un problème. Si on édite souvent un truc qui est complexe et qu'il le devient de plus en plus dans le temps, on sait que c'est là qu'on va avoir un problème. Ouais. Donc il a tout un tas d'outils qui peuvent analyser sur des plages temporelles choisies. Et on va sortir ces analyses-là. Il y a des petits scripts qui permettent d'avoir des projections visuelles qui sont hyper pertinentes. Moi, qui m'ont beaucoup aidé pour aller vendre les résultats aux devs d'une part et au management et à la chefferie de projet de l'autre côté. Quand on a un joli graphe qui est cliquable, qui zoome, la chefferie de projet adore ça. Vraiment. Le talk sera capté, je vous invite vraiment à aller voir ça. Carrément. Donc il y a toute cette partie-là. Et dans son bouquin, Adam Thornhill, il propose aussi plein d'autres analyses sur l'aspect social du code. Par exemple, si on a une zone de code qui est touchée par systématiquement la même personne depuis 5 ans, on a un bus factor qui est problématique. Ça commence à une critique. Ça peut être problématique. On peut aussi se dire, il y a ces bouts de code, ça n'a pas été touché depuis 5 ans. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des analyses sur est-ce que les features qui sont associées, est-ce qu'elles aussi elles sont touchées? Est-ce que ça vaut le coup de les garder? Est-ce qu'on ne pourrait pas purger de la feature? Ou peut-être que c'est juste stable et que ça bouge pas très bien. Mais on sait. Mais il y a des choses, en fait, c'est une approche qui donne beaucoup de données et de choses assez factuelles sur comment adresser le code. Et moi, j'essaye un peu de vulgariser ce truc-là par le prisme de mon expérience, donc ça reste hyper biaisé. Je le dis, parce que moi j'ai fait ces choix-là pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Donc ça peut... mais j'essaie de présenter toute la démarche en essayant de ne pas faire trop de prosélytisme commercial, puisque je dis si la démarche vous intéresse, achetez le bouquin. Si vous êtes riche, l'auteur, via sa boîte, il vend l'outillage. Ça coûte un peu cher. Par contre, si ça pousse très très loin tous les concepts. Mais voilà, c'est de ça dont je parle aujourd'hui. En tout cas, tu as l'air d'être carrément dedans et bien passionné de ce sujet. J'aime beaucoup ce sujet-là et je trouve ça dommage. C'est dommage qu'il soit pas plus connu. Dans le monde du craftsmanship, il y a plein de choses qui commencent à être connues au sens plus large quand on parle de DDD, quand on parle de microservices. Le microservice, c'est une approche technique qui est née d'une approche métier du DDD. Il y a plein de choses qui se démocratisent beaucoup et ce truc-là, même au sein des crafters, c'est hyper confidentiel. Et je comprends pas pourquoi, parce que pour moi c'est fondateur. Quand je lis son bouquin, quand je vois tout ce qu'il y a dedans, tout ce que ça peut apporter, pour moi il y a une forme de génie pur là-dedans, dans ce qu'il a amené de disruptif dans le monde dans lequel on est, quoi. Ok. Comme on disait, Devlil, c'est ton premier Devlil? C'est mon premier Devlil, ouais. Ouais, et alors, c'est quoi tes impressions? C'est une conf qui est chouette. Allez, si je dis un truc, pas négatif, mais moi j'aime bien les confs un peu plus petites. Ça commence à faire une grosse conf. Oui. Moi j'aime bien les confs 400-600 personnes. Là, mais du coup, là, ça commence à faire une grosse conf. Il y a un bel écosystème, j'arrive à croiser quelques gens que je connais, tout ça. Il y a des sujets hyper variés, ça c'est cool. Hier soir, il y avait une soirée super sympa. Je me suis défoncé la voix. Oui, alors au Devlil, la tradition, c'est qu'il y a une soirée le jeudi. Et généralement, c'est karaoké, c'est machin, c'est bidule. Et je retrouve généralement des speakers qui n'ont plus de voix. Le lendemain, c'était blind test et karaoké. J'aime bien chanter, je suis un peu chanteur. Bon, faut pas me donner un micro parce que je le prends. Mais tout s'est bien passé, je suis rentré tôt, je bois beaucoup d'eau, je vais me calmer. Après ça, je parle plus trop pendant 1 heure. Il faut te préparer pour la conf. Ça va bien se passer, ouais. Ça va. Bon, ok. Et écoute, on arrive à la fin de l'interview. Yes. Je te remercie. Merci à toi pour l'invitation et d'avoir présenté tout ça. Et nous, on se retrouve un peu plus tard. Ciao, ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté Voix de l'innovation. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation inspirante. Suivez-nous sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer nos prochaines émissions avec de nouvelles personnes passionnées de développement logiciel.